Ligne droite, vue de haut. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour aux auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Alors, je reçois ce matin, avec grand plaisir, Jean-Marie Sève, Pierre-Marie Sève, qui est directeur de l'Institut pour la justice, avec qui nous allons parler de justice, justement, et d'un thème bien précis que nous avons intitulé « La justice contre les braves gens ». Pourquoi la justice contre les braves gens ? Parce que les délais sont longs, parce que le vocabulaire est incompréhensible, parce que les peines sont tout aussi incompréhensibles. Pierre-Marie Sève, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous, merci pour l'invitation. Alors, je regardais pour préparer l'émission ce que disaient les gazettes et je tombe sur un titre de Paris, de France 3 Paris, 79 viols et 16 agressions sexuelles, un gynécologue devant la justice. Et en ouvrant cet article, une information judiciaire avait été ouverte le 5 décembre 2013 et le médecin avait été mis en examen le 10 juillet 2014. Donc la justice a instruit cette affaire pendant 10 ans et au bout de 10 ans, il va y avoir un procès. L'avocat des plaignantes explique que ses clientes sont très énervées contre la justice. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui apparaît non pas comme un déni de justice, mais comme une lenteur absolument incroyable ? Déjà, il faut savoir que la lenteur de la justice est un reproche qu'on fait à la justice depuis des années, et j'ai même envie de vous dire des siècles. J'ai retrouvé il y a quelques mois dans une pièce de Shakespeare des vers qui disaient que la justice était lente, etc. Donc bref, ça date pas d'hier. En revanche, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que ça ne date pas d'hier que ça ne s'est pas empiré avec le temps, et ça ne veut pas dire non plus qu'il y a 50 ans, à une époque où la justice avait certainement un petit peu plus de moyens, ça n'était pas mieux. Et donc la situation contemporaine laisserait beaucoup à désirer. Et je vais en plus dans votre sens, puisque l'Institut pour la justice, on a travaillé, c'est une anecdote parmi beaucoup, mais on a travaillé avec un monsieur qui s'appelle Christian Rose, qui est le père de Jérémy Rose. Peut-être que vous vous souvenez de cette affaire. Au début des années 2010, Jérémy Rose avait été poignardé pour une cigarette qu'il n'avait pas dans les rues de Toulouse. Et procès après procès, il en avait eu pour 10 ans, alors que l'affaire était claire dès le début. Il n'y avait pas eu besoin de faire plus d'enquête que ça. On savait qui étaient les tueurs. Et il aura fallu plus de 10 ans pour avoir une peine définitive. Et cette peine, évidemment, laissait à désirer. Donc tout ça pour dire que la lenteur de la justice est bien réelle. Ça peut dépendre de plein de facteurs. En l'occurrence, dans l'affaire que vous citez, les enquêtes peuvent être parfois longues, peuvent être parfois compliquées. En l'occurrence, dans l'exemple que vous citez, je pense que le fait qu'il y ait un notable, effectivement, et bon, c'est presque naturel. Je pense que pour les services d'enquête, on a une explication, mais c'est une explication qui, à mon sens, n'explique rien. 7465 patientes ont été contactées par les enquêteurs. Donc, quand il y a un dépôt de plainte, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'explorer l'intégralité du fichier du gynécologue pour vérifier que, avant d'instruire les premières plaintes, qu'il n'y en a pas d'autres qui pourraient être déposées ? Enfin, on comprend bien qu'il y a d'un côté la volonté de faire justice à toutes celles qui auraient pu avoir été inquiétées, violées, attouchées par ce gynécologue, mais de l'autre côté, c'est-à-dire que celles qui ont dénoncé ce gynécologue attendent la fin de l'enquête 10 ans pour être enfin reçues et entendues par la justice. Alors, écoutez, ça dépend des services d'enquête. Enfin, je pense que les services d'enquête ont eu à cœur de faire une seule affaire dans cette affaire, puisqu'effectivement, il y a une seule affaire. Il y a un viol, une série de viols par une personne, un violeur en série. Je peux comprendre personnellement qu'on ait pris le temps de prendre tout le monde. Maintenant, je ne connais pas le détail de l'affaire, donc je ne saurais pas vous expliquer concrètement dans cette affaire-là. Mais vous mettez le doigt sur un autre sujet, les services d'enquête. En fait, alors c'est pas la justice qui mène les enquêtes, ou en tout cas elle dirige les enquêtes, mais c'est la police judiciaire en principe qui mène les enquêtes pénales. Donc qui détermine les responsables, qui trouve les preuves et qui les soumet ensuite à la justice, qui les donne au procureur ou au juge d'instruction, qui lui va aller voir un tribunal, et le tribunal va décider est-ce que les éléments que m'apporte ce procureur ou ce juge d'instruction effectués par les services de police judiciaire sont-ils suffisants pour condamner ou pas ? Et en l'occurrence, les services de police judiciaire, il y a un énorme problème avec les services de police judiciaire. Vous savez, dans les années 90, aller à la PJ, pour un policier, c'était le top du top. Mais depuis les années 90, pour beaucoup de raisons, mais principalement pour une, c'est que la procédure pénale s'est alourdie de façon tonitruante. Avant, avoir un
Interroger quelqu'un, c'était une feuille A4 avec un PV, avec la date, le lieu et ce que la personne avait dit. Aujourd'hui, il faut aller voir, il faut appeler l'avocat dans les 5 minutes, il faut faxer tout un tas de documents parce qu'on en est encore au fax dans la justice et dans la police judiciaire. Donc c'est devenu extrêmement lourd. Il y a des vices de procédure dans tous les recoins de cette procédure. Donc, ces procédures sont devenues des nids de vices à procédure. Et là, on en revient au sujet qui a fait la une ces derniers jours sur le business des avocats, puisque les avocats sont bien heureux que la procédure pénale se soit alourdie considérablement pour pouvoir trouver des vices de procédure et sauver leurs clients. Et donc, mais tout ça fait que, parce que cette procédure pénale s'est considérablement alourdie, non seulement les enquêtes sont plus difficiles, mais la police judiciaire en elle-même est devenue beaucoup moins attractive. Et aujourd'hui, on a un manque d'attractivité énorme pour la police judiciaire, pour les policiers, alors même que c'était avant la filière d'excellence, la filière qui donnait envie à tout le monde. Et donc, et ça se voit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, puisqu'on a moins de bons candidats dans la police judiciaire, les taux d'élucidation des crimes et des délits sont en baisse. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui date de 2020 ou 2021 qui le dit que l'homicide, qui est le crime qui par excellence, on le résout quasiment, le plus possible et quasiment systématiquement, est en baisse. Le taux d'élucidation des meurtres a diminué de 10% sur les 10 dernières années. Donc, tout ça, c'est effectivement, là, dans l'exemple que vous donnez, vous citez une affaire dans laquelle c'est la phase d'enquête qui a pris un temps fou. Il y a d'autres affaires où c'est les échanges, les appels, les contre-appels, les cassations, les questions prioritaires de constitutionnalité, etc., qui prennent du temps. Mais en l'occurrence, là, c'est parce que les services d'enquête attirent moins, donc ils sont forcément moins compétents, ils sont moins nombreux, tout simplement, ils ont moins de moyens. Et les procédures sont extrêmement lourdes et sont devenues des nids à vices de procédure. Et donc, forcément, ça peut prendre beaucoup plus de temps que ça l'aurait fait il y a 10 ou 20 ans. Alors, la phase d'enquête prend du temps, mais là, par exemple, les juges des enfants de Rouen sont submergés, ce sont toutes des femmes, c'est peut-être un autre souci, par les dossiers de mineurs en danger. En moyenne, plus de 600 dossiers par cabinet de juges des enfants. Il faudrait en fait soit qu'il y ait 2 fois plus de juges, soit qu'il y ait 2 fois moins de dossiers. Et cette surcharge de travail aboutit là aussi à 2 conséquences. La première, c'est que les juges mettent des mois à rendre leurs décisions. Et donc là, ce n'est pas la phase d'enquête, c'est la phase d'instruction et de décision qui est allongée. Et avec aussi une autre conséquence que je trouve particulièrement dommageable, là aussi pour le lien entre la justice et les justiciables, de plus en plus de décisions sont rendues sans audience et de nombreux jugements sont rendus sans être motivés par manque de temps. Et là, on parle de jugement où un enfant est enlevé à sa famille. Et donc, un juge peut décider d'enlever un enfant à sa famille sans que les parents soient présents à l'audience et sans que le jugement qui leur soit communiqué soit motivé. Donc, ils ont juste... personne ne leur expliquera jamais pourquoi leur enfant leur est enlevé. Je ne dis pas qu'il leur est enlevé à tort. Je dis juste que là, la justice réussit à produire quelque chose qui ressemble évidemment à une injustice. Non seulement dans le temps de traitement, mais aussi dans la manière dont la décision est prise. Vous avez raison. Vous avez raison. Le fait que la justice soit débordée et qu'elle manque de magistrats, et ça c'est un fait objectif, on manque de magistrats en France, on en a beaucoup moins, notamment des procureurs, on en a beaucoup moins que les autres pays européens. On est vraiment parmi les plus bas de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Donc le fait que nous ayons trop peu de magistrats et que notre justice soit débordée, et ça concerne un autre sujet, là pour les juges des enfants, les affaires dont vous parlez en l'occurrence, je pense qu'il s'agit d'enfants français, mais les juges pour enfants sont particulièrement débordés par les mineurs non accompagnés, parce qu'on manque de magistrats. On manque de moyens pour les payer. Les magistrats ne sont pas particulièrement bien payés et surtout, ils travaillent dans des conditions matérielles assez indigentes. Et le fait que par-dessus le marché, on rajoute des affaires qui ne devraient pas concerner la France par un afflux immigré. Et je vais vous citer un autre exemple. Vous parlez de la justice des mineurs. Vous savez quelle est la première juridiction administrative de France ? C'est la Cour nationale du droit d'asile. 42% de l'activité des tribunaux administratifs concerne le contentieux des étrangers. Donc bon, là c'est la justice administrative, mais c'est le même principe pour la justice judiciaire, donc la justice que vous citez, la justice des mineurs. Nous avons
Donc, trop peu de moyens, trop peu de magistrats, et on a un afflux d'affaires qu'on ne devrait pas avoir à traiter, que nos magistrats ne devraient pas avoir à traiter. S'ils s'occupaient uniquement des Français, il y aurait beaucoup moins d'activité dans les tribunaux et on ne manquerait pas peut-être autant de magistrats et on ne serait pas aussi débordé. Et donc, la justice ne serait pas aussi mal rendue, parce qu'effectivement, dans les cas que vous citez, mais dans d'autres, la justice est mal rendue. Mais même, il y avait eu, il y a quelques jours encore, il y a le procureur de Meaux, donc en Seine-et-Marne, qui a dit, on va avec des magistrats, on va dans les commissariats et on classe ensuite des dizaines, des centaines d'affaires parce qu'on n'a pas le temps. Et il dit, je le sais que c'est pas du tout professionnel, mais on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens de poursuivre toutes ces affaires. Et plutôt que d'attendre qu'elles végètent dans le stock de fichiers jusqu'à ce qu'on les classe ensuite 10 ans plus tard, autant les classer ensuite tout de suite. Donc voilà, la justice est mal rendue parce qu'elle est débordée et c'est vrai que là-dessus, vous voyez, sur la justice des mineurs par exemple, on sait que c'est un problème. Donc le code de la justice pénale des mineurs qui a été lancé par Éric Dupond-Moretti en 2021, ce code de la justice pénale des mineurs encadre de façon artificielle, il dit les juges ont un maximum de temps dans lequel ils doivent rendre leur jugement. Bon, c'est très artificiel parce que les juges font déjà tout ce qu'ils peuvent et normalement, ils ne laissent pas traîner des dossiers par plaisir. S'ils le font, c'est vraiment par manque de temps. Mais donc, on en est conscient. Et évidemment, ça fonctionne qu'à moitié, ce qu'a prévu le Code de la justice pénale des mineurs. Et autre point qui concerne aussi Éric Dupond-Moretti, qui devrait aller dans ce sens-là, mais qui visiblement ne fonctionne toujours pas, c'est la hausse des moyens. Puisque Éric Dupond-Moretti a, et il faut le mettre à son actif, c'est vrai, c'est pas tonitruant, mais tout de même, il y a une vraie hausse des moyens sur les dernières années sur le budget de la justice. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça ne suffit pas et qu'il faudrait certainement encore plus de moyens et qu'il faudrait aussi couper les affaires indues qui ne concernent pas les magistrats et la justice française. Là, je parle de mineurs non accompagnés et je parle de tout le contentieux des étrangers et je parle de toute la criminalité effectuée par les étrangers qui représentent au moins, puisqu'ils sont 25% dans nos prisons, donc c'est au moins un quart de l'activité. S'il n'y avait pas ce quart d'activité, je pense que la justice, nos prisons d'ailleurs accessoirement, respireraient un peu mieux. Alors, excellente solution, mais concrètement, comment faire faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun étranger en France ou simplifier les procédures de traitement des étrangers. Enfin, ce cas des mineurs non accompagnés, on voit bien qu'il y a un souci. On voit bien aussi, malgré tout, que, par exemple, lorsque un immigré passe par l'Espagne, on recueille ses empreintes digitales, que lorsqu'il arrive en France, les juges ne songent pas systématiquement à demander quelle a été l'anthropométrie judiciaire faite sur ceux qui arrivent, que si un département recueille ses empreintes digitales, ce qui n'est pas forcément une obligation, un autre département peut décider de ne pas les relever, et que là aussi, les juges décident de ne pas profiter de ce qui a été fait auparavant d'un département à l'autre. Certains juges refusent certaines méthodes d'identification. Autrement dit, malgré tout, on a l'impression que il y a aussi de la part des juges, d'une part, un véritable manque de moyens, mais d'autre part, un véritable manque de volonté sur certains dossiers pour aller vite ou pour profiter de tout ce qui existe déjà et qui pourrait permettre d'accélérer le traitement du dossier. En l'occurrence, sur les MNA, ce sont les départements qui ne font pas le boulot. Et justement, bon, c'est en cours de changement. On est en train d'unifier le fait de prendre des empreintes digitales, de faire des tests osseux dans tous les départements de France, y compris ceux qui étaient réfractaires, qui étaient les départements de gauche, tout simplement. Il y en avait à peu près un tiers. Là, en l'occurrence, c'est pas tellement un problème judiciaire. Maintenant, le problème judiciaire, à mon avis, si on compte uniquement... Pardonnez-moi, Pierre-Marie Sèvres, vous dites que ce n'est pas un problème judiciaire parce qu'on a l'impression, là aussi, et je trouve que pour le justiciable de base, il y a une espèce de continuité police, justice, État. Je veux dire, on dit tiens, oui, ce n'est pas à la justice de faire les tests osseux, oui, mais en même temps, on voit bien que les tests osseux vont servir derrière. Autrement, la manière dont l'État compartimente les tâches et refuse de considérer qu'il y a un continuum, est-ce que ce n'est pas aussi un des soucis de la justice, de la manière dont elle est perçue et rendue?
Bon, très honnêtement, je ne pense pas. Moi, je trouve logique et normal, vous savez, l'indépendance de la justice, même si on l'a brandi à tort et à travers pour justifier des choses qui ne devraient pas être justifiées, c'est tout de même fondamental dans un État fonctionnel. Et la justice ne peut pas être pleinement rattachée et toujours systématiquement d'accord avec l'exécutif ou la police ou le reste de l'État. Donc, je conçois qu'il y ait quand même une divergence de point de vue, et heureusement, parce que effectivement, c'est toujours les arguments qu'on nous sort, mais effectivement, le jour où on a un État tyrannique, ce qui pourrait arriver en France, hein, parfois on peut se demander si c'est pas déjà le cas, on est bien content que le juge du siège soit indépendant et ne soit pas et soit moins sensible, soit peu sensible aux pressions de l'exécutif. Donc, sur ce continuum, je suis quand même effectivement plutôt d'accord. Il faut avoir une certaine cohérence et c'est pas toujours le cas. Mais tout de même, il faut pas non plus penser que ça doit être absolu. La justice a besoin, et ça c'est d'ailleurs un des écueils, c'est que on nous brandit tellement l'argument de l'indépendance de la justice, et on nous dit la justice doit être indépendante, et donc, et de fait, on voit qu'elle en profite pour ne pas condamner, les délinquants, pour ne pas expulser les délinquants étrangers, pour prendre tout ce genre de décisions-là. Donc on aura envie de dire que la justice cesse d'être indépendante puisque elle n'est pas en accord avec la population. Mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire, c'est un piège, je pense, qui est tendu aux Français, de se dire il ne faut pas que la justice soit indépendante. Non, il faut que la justice obéisse à certaines règles, mais qu'elle reste tout de même indépendante. Pour repartir sur l'un des soucis majeurs que vous avez expliqué, c'est-à-dire que la justice manque de moyens, est-ce que la justice manque de moyens quand on la compare à la moyenne des pays comparables? Est-ce que la justice manque de personnel? Et est-ce que les procédures sont trop longues? Parce qu'il y a plusieurs manières d'affecter ces moyens. On a l'impression, par exemple, que certaines procédures, vous l'avez souligné, sont devenues extrêmement chinoises, là où elles pourraient être plus simples. Et une procédure plus simple égale moins de temps, égale à moyen égal, plus d'efficacité. Quel serait l'endroit où il faut faire porter le poids du corps? Vous savez, quand je parle du manque de moyens, je parle donc d'abord du manque de magistrats. On manque de magistrats, c'est un fait. Il faut recruter plus de magistrats, je le pense. Mais même, c'est très concret. Vous savez, le logiciel qu'utilisait, parce que je l'ai dit l'année dernière, c'était encore vrai, mais le logiciel qu'utilisait l'année dernière, jusqu'à l'année dernière au moins, peut-être encore aujourd'hui, la plupart des magistrats, ça n'est pas Microsoft Word, et je ne veux pas faire de pub pour des marques, mais en l'occurrence c'est important, mais c'est une autre application qui n'existe plus nulle part dans le monde, qui ne doit plus être développée, je pense, qui est américaine, mais qui doit plus être développée que pour la justice française, qui s'appelle WordPerfect, qui est un espèce de traitement de texte qui a été créé dans les années 90 et qui aujourd'hui encore est, je crois, a priori, en tout cas ça l'était jusqu'à très récemment, j'en ai eu confirmation, le traitement de texte par défaut qu'utilisaient les magistrats. Moi, j'ai des témoignages de magistrats qu'on ne peut pas du tout qualifier d'idéologues ou de laxistes, au contraire, mais qui me disent tout de même qu'il ne faut pas exagérer, que les choses fonctionnent encore par fax. Donc, imaginez, on fonctionne encore par fax. Ça peut quand même poser des soucis. Et donc, des logiciels type WordPerfect. Pareil, j'ai vent d'autres magistrats à qui on supprime, pour lesquels l'ascenseur du tribunal est en panne pendant 6 mois. Et ils n'ont plus l'ascenseur dans le tribunal pendant 6 mois. Donc, il y a un manque de moyens matériels, tout de même, qui s'est peut-être amélioré ces dernières années, mais qui est tout de même absolument criant et qui concerne en premier lieu la justice. Et les magistrats ne se plaignent pas trop par rapport à ce qu'ils pourraient faire, je pense. Donc là, c'est tout simplement, il faut rehausser le budget de la justice. Mais vous savez, ça fait des siècles, ça fait 2 siècles traditionnellement que la justice française est assez pauvre, parce qu'on a peur qu'elle empiète, on avait peur qu'elle empiète sur l'exécutif. Bon, de fait, elle le fait tout de même aujourd'hui, mais pendant longtemps, c'est ce qu'on croyait, et donc Napoléon Napoléon III avait dit qu'il fallait un faible budget de la justice. Donc c'est un sujet qui traîne depuis longtemps, et malgré les hausses du Pont-Moretti, qui sont tout de même relativement importantes, le rattrapage est encore bien long avant d'être effectué.
Est-ce qu'il n'y a pas un gisement de productivité, si j'ose dire, en faisant en sorte que certaines affaires ne soient pas justiciables, mais soient traitées au niveau de la police ou par d'autres modes de résolution? Après tout, dire si quelqu'un commet d'une manière évidente une faute, quelle que soit sa qualification judiciaire, on pourrait aussi avoir une procédure accélérée comme le contrat à l'amiable pour que la faute soit avalisée, reconnue ou non, et qu'il y ait un traitement qui soit mis en place. Absolument, mais c'est par exemple le principe de la comparution immédiate. La comparution immédiate, c'est pour des affaires qui sont simples, pour lesquelles les enquêtes ne sont pas trop nécessaires depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années. Les comparutions immédiates sont des jugements dans la journée ou dans les journées qui suivent l'arrestation et la commission des faits. Mais c'est toujours une tension puisque la comparution immédiate, vous le savez peut-être, a été instaurée par la droite et est vilipendée par la gauche depuis des années et des années. Et donc, vous avez le syndicat de la magistrature qui, en permanence, pérore sur la comparution immédiate et nous dit que c'est une mauvaise mesure pour une raison simple, parce qu'il n'y aurait pas le temps de bien préparer sa défense, etc., etc. Donc, on pourrait simplifier, et on l'a déjà simplifié grâce à la comparution immédiate. On pourrait simplifier davantage. Il faut certainement simplifier davantage sur certaines choses. Vous avez peut-être vu l'amende forfaitaire qu'il y a eu sur la détention de drogue aujourd'hui, depuis 2020. Le fait de détenir de la drogue sur soi n'est plus ne vous renvoie plus au tribunal, mais vous fait payer une amende forfaitaire. Et bon. Les résultats ne changent pas la face du monde. Je pense qu'il y a certainement des infractions pour lesquelles c'est justifié de ne pas être envoyé au tribunal et d'avoir soit un jugement très rapide, soit une amende, soit quelque chose d'extrêmement simplifié. Mais donc il y a peut-être des gisements de productivité là, mais ça n'est pas du tout ça qui va changer fondamentalement la justice. Ce qui va changer fondamentalement la justice, c'est effectivement plus de moyens, plus de magistrats, mais c'est aussi le fait que les magistrats soient encadrés dans un système qui les oblige à être sévères avec les criminels et les délinquants, parce que sinon, et là il y a un vrai gisement de productivité, sinon vous allez voir les mêmes profils encore et encore et encore. Quand on voit des profils pour la 78e fois, là, il y a un jugement de productivité. Si au bout de la 5e fois, il avait fait suffisamment de prison pour être neutralisé à long terme, c'est-à-dire que pendant quelques années, il ne va plus commettre de crimes et délits, on ne le reverra plus au tribunal. Donc, premièrement. Et deuxièmement, pour être dissuadé, et pour dissuader ses petits camarades qui le voient ressortir de prison après avoir agressé, volé, etc., tout ce que vous voudrez, si on avait une justice qui était suffisamment ferme à l'égard des délinquants, on gagnerait un temps fou. Et je reviens aussi sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, si l'immigration était gérée, je ne dis même pas bien gérée, mais si elle était gérée, puisqu'aujourd'hui elle n'est pas gérée, puisque ce sont uniquement les tribunaux qui décident, les tribunaux administratifs qui décident de qui peut rester en France et qui ne peut pas, si elle était tout simplement gérée, il y aurait beaucoup moins de criminalité à traiter. Par exemple, si tous les délinquants étrangers étaient condamnés automatiquement à une peine d'expulsion. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça arrive de plus en plus, mais ça reste encore assez minoritaire, voire très minoritaire comme peine. Il faut que ce soit systématique et il faut que ce soit exécuté derrière. Là, il y a des gisements de productivité autrement plus importants que les amendes forfaitaires délictuelles qui peuvent avoir une certaine utilité, mais qui ne changeront pas l'essentiel des choses. Et comme je vous ai dit, il y a la comparution immédiate qui permet déjà d'aller relativement vite. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la comparution immédiate, que les juges de gauche n'aiment pas, sauf quand il s'agit de traîner devant la justice des militants de droite ou d'extrême droite, où là, les juges de gauche sont absolument d'accord avec le fait qu'il faille neutraliser immédiatement la personne et, si possible, lui faire de la préventive en attendant le jugement, puisqu'il a brandi une pancarte et que vraiment c'est quelque chose d'à peu près aussi odieux que d'assassiner quelqu'un. Et donc, on a quand même aussi, et les Français surtout, ont de plus en plus le sentiment, je voyais qu'un sondage expliquait que à peu près la moitié des patrons français considèrent que la justice fonctionne mal, par exemple. Il y a une manière de rendre la justice qui est déconnectée de la perception qu'ont les Français de l'urgence qu'il y avait à condamner ou de la gravité de la peine par rapport à la gravité du fait qui a été commis. Et il y a quelque chose qui est toujours compliqué à comprendre, c'est que on puisse être envoyé
pour 2 ans en prison parce qu'on a jeté un chaton par la fenêtre et être envoyé en prison parce qu'on a fait brûler un immeuble dans lequel 18 personnes sont mortes. Et 2 ans de prison dans les 2 cas. Et comment, là aussi, la justice justifie-t-elle cette personnalisation des peines, cette espèce de juge souverain qui décide seul, en fonction d'un code, qu'il peut condamner à 6 mois ou 75 ans, et de choisir la peine minimale ou la peine maximale, sans là aussi que ce soit jamais expliqué et sans qu'on puisse facilement accéder au motif. Alors, il l'explique de façon très simple. Il l'explique par l'individualisation de la peine, qui est devenu un principe même constitutionnel depuis déjà plusieurs années, donc reconnu par le Conseil constitutionnel, qui fait que chaque affaire, chaque juge doit prendre en considération la personnalité, le parcours, les faits, etc. Et le juge est très souverain dans ses décisions. Donc, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est qu'en fait, malheureusement, cette différence, elle est prévue par le Code pénal. Le Code pénal offre des possibilités immenses et une marge de manœuvre immense aux magistrats. Le Code pénal, vous savez, le premier Code pénal qu'on a eu en France, donc juste après la Révolution française en 1791, il prévoyait des peines fixes. Vous étiez reconnu coupable d'un vol, c'était 3 ans, ni plus ni moins, et vous effectuiez 100% de votre peine. Tout ça a bien changé. On s'est progressivement. On a eu ensuite le Code Napoléon, qui lui a permis quelques années plus tard, qui lui avait un autre système, qui était un système à mon avis sur lequel auquel il faut revenir, qui est celui des peines minimales et des peines maximales. Et en 1994, le Code Badinter a permis de faire sauter ces minimales, ce qui fait qu'aujourd'hui, le juge a une individualisation quasi totale, sauf non, il ne peut pas être trop sévère s'il ne le souhaite pas. Je vous rassure tout de suite, de toute façon, on n'atteint jamais ces peines maximales, donc on pourrait mettre 100 ans, on pourrait encourir 100 ans pour le vol simple, que jamais il n'y aurait 100 ans de prison qui seraient prononcés, jamais plus de 3 ans, ce qui est déjà le maximum actuel. On ne sera déjà pas à 3 ans. Donc c'est ça le problème, c'est que les juges ont une immense marge de manœuvre et qu'en plus on considère comme sacré, parce que c'est ça quand c'est constitutionnel, on considère comme sacré le principe d'individualisation et donc on dit, et quelque part il y a du vrai, chaque dossier est différent, chaque parcours, chaque délinquant est différent, quand on assiste à un procès bien souvent on n'a pas le même avis que quand on lit la une du journal, mais tout de même, malgré le fait que tout ça soit vrai, il y a un immense problème, vous l'avez dit, de différence de traitement entre entre des affaires qui paraissent similaires, voire parfois on a des affaires très graves pour lesquelles on a des peines prononcées extrêmement faibles, exécutées encore moins, et des affaires beaucoup moins graves pour lesquelles on a des peines prononcées parfois assez importantes. Donc effectivement, il y a un vrai problème là-dessus, et la solution, c'est d'encadrer le pouvoir du juge davantage. Et même, je vais vous dire, le système dont je vous ai parlé après la Révolution française, le système des peines fixes, pourquoi est-ce qu'on était arrivé au système des peines fixes? Parce que dans les cahiers de doléances, une des choses qui revenait le plus à la Révolution française, à la veille de la Révolution française, quand on a interrogé le peuple français sur quelles étaient les doléances qu'il faisait au système en place, une des choses qui revenait le plus, c'était la justice. C'était le fait que, à l'époque, c'était pas exactement dans les mêmes conditions, mais c'était le fait que pour une même infraction, on puisse être condamné à quelque chose de très grave ou de pas grave du tout en fonction de qui on est. Et aujourd'hui, à l'époque, peut-être que l'aristocratie, la noblesse, peut-être avait un certain privilège. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Aujourd'hui, c'est parce que plus vous êtes délinquant, grave, pauvre, étranger, etc., plus vous avez un privilège judiciaire, puisque bien souvent, vous allez attirer la sympathie du juge qui va vous condamner à beaucoup moins. Et le fait que ça revienne, vous savez, il y avait un dicton à l'époque de la Révolution française, c'était « méfiez-vous de l'équité des parlements ». Les parlements, c'était les tribunaux de l'époque. On pourrait faire énormément de parallèles historiques, soit dit en passant, entre les parlements de l'époque, le Parlement de Paris notamment, et le Conseil constitutionnel aujourd'hui, puisque le Parlement de Paris disait que le roi n'avait plus le droit de légiférer sur ce sur quoi il avait envie de légiférer. C'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui, par exemple, quand le Conseil constitutionnel détricote et détruit la loi immigration, qui était déjà pas très solide au moment où elle a été votée. Donc, on est dans un même phénomène historique dans lequel les juges ont pris une individualisation et une souveraineté qu'ils ne devraient pas avoir, que le peuple ne veut plus voir, et qui existait juste à la veille de la Révolution française. Et la conséquence à l'époque, ça a été de mettre des peines fixes. Eh bien,
Je pense que c'était excessif, mais il va falloir revenir vers un système beaucoup plus fixe, beaucoup plus prévisible, parce que la justice doit être prévisible, sinon elle n'est pas dissuasive. Quand vous ne savez pas si vous allez condamner une peine de prison alors que vous agressez une vieille dans la rue, je suis désolé, mais ça n'est pas dissuasif, alors qu'il faudrait que ce soit automatique, dès lors que vous touchez à l'intégrité physique, par exemple, de quelqu'un. Donc on va revenir à un même système, où on va encadrer le pouvoir des juges, et le code pénal va devoir, à mon avis, et c'est même nécessaire, va devoir être réformé pour peut-être être réécrit pour que chaque infraction possède au moins des peines minimales. Eh bien, je crois que c'est un travail qui est régulièrement annoncé et en fait qui n'aboutit jamais. Merci beaucoup Pierre-Marie Sièvre de nous avoir éclairé sur la manière dont les braves gens peuvent percevoir la justice. Je ne suis pas certain que nous sommes totalement rassurés, mais en tout cas nous savons que l'Institut pour la justice va œuvrer pour faire en sorte que les choses deviennent plus claires. Merci mille fois. Absolument. Merci à vous.